Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est mon interview à moi, mais il y a eu une petite couille dans le potage, si on peut dire. J'avais fait l'interview avec Rémi et j'ai eu un problème informatique qui a fait que j'ai perdu pas mal de choses suite à toutes les interviews qu'on avait fait pendant l'été. Alors, je suis dans la gratitude énorme parce que j'ai pu tout récupérer, sauf la première partie de mon interview. Donc, vu qu'on est un petit peu pressé par le temps, etc., je vais refaire juste la première partie, c'est-à-dire ma présentation et la première question. Et ensuite, je vous remets l'interview qu'on a tournée avec Rémi cet été. Donc, ne vous inquiétez pas pour le décalage, je suis pas pareil, c'est normal. Il y a 3 mois d'écart qui séparent les 2 vidéos. Donc, c'est tout à fait normal. Voilà. Alors, désolée pour le petit contretemps, mais dans mon malheur, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est seulement mon interview que j'ai perdue, et seulement la première partie. Donc, je ne me plains pas et je remercie, c'est les aléas de la vie, ça arrive, hein, il n'y a jamais rien de parfait, mais c'est pas grave. Alors, on va tout de suite commencer. Qui je suis? Eh bien, je suis Stéphanie. Alors attendez, je vais vous mettre, faut tout faire ici. C'est moi qui fais tout. Je suis donc Stéphanie, je suis la créatrice de Crypto Formation Continue. C'est une chaîne YouTube spécialisée dans tout ce qui est tutoriel, tout ce qui est apprentissage comme son nom l'indique, hein, Crypto Formation Continue. Et donc, je vous apprends les termes, les vocabulaires, les stratégies, des tutoriels, comment faire les choses, etc. Donc, c'est bien pour les novices, bien évidemment, mais pas que les novices, parce que vous pouvez apprendre pas mal de choses. Ma spécialité, c'est tout ce qui est stratégie. J'ai développé un plan d'action. Je suis connue pour ce plan d'action, d'ailleurs. J'ai écrit un livre sur les stratégies de base d'achat et de vente pour les cycles des crypto-monnaies. Je suis en train d'écrire mes 2 autres livres, parce que je vais les scinder en 2, sinon ça fait trop d'informations finalement. Donc du coup, il va y avoir un livre sur les stratégies d'achat et un livre sur les stratégies de vente. Voilà, ça devrait sortir fin 2024 à peu près. Dans la description, vous avez d'ailleurs un lien qui vous permet de vous inscrire à une liste qui vous permettra de recevoir l'information quand elle sortira. Donc, je vais rien vous envoyer d'autre, mis à part la date de sortie du livre, des livres d'ailleurs, quand je les aurai. Et c'est tout. Donc, si ça vous intéresse, inscrivez-vous avec la newsletter. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans la vie? J'écris des articles pour le groupe de Paul, Crypto Recherche, que je vous conseille d'ailleurs parce que les informations sont extrêmement pertinentes dans ce groupe. Et je suis bien évidemment l'initiatrice et l'organisatrice du sommet des crypto-monnaies. Voilà pour la présentation. Alors maintenant, je vais répondre à la première question qui est: quel est ton profil d'investisseur? Quelles sont tes techniques, tes stratégies, tes astuces? Et comme je le redis dans toutes mes vidéos, cette question, je la pose à tout le monde parce que, comme vous avez pu le constater, chaque profil d'investisseur est différent. Il y a autant de profils d'investisseurs qu'il y a d'investisseurs. Donc, quel est le mien? Eh bien, le mien, c'est plutôt un profil de type modéré, c'est-à-dire que j'aime bien baquer tous mes investissements à risque par des investissements moins risqués. Comme ça, si mes investissements à risque se plantent finalement, eh bien oui, je perdrai des gains, mais je ne perdrai pas ma mise de fonds. Et ça, pour moi, c'est vraiment très important. J'explique cette stratégie en long et en large et en travers sur ma chaîne vidéo, dans mes livres, dans mon groupe privé, bref, vous pouvez vraiment retrouver ça partout si vous me suivez. Donc, c'est ça que je fais. Et puis, je ne fais pas de trading pendant la période d'accumulation. Je fais du trading seulement quand les tendances sont très claires et bien droites, bien dessinées. Donc, ça veut dire à la sortie de la période d'accumulation, pendant tout le marché haussier. Et ça m'arrive aussi de faire des shorts, de placer des shorts pendant le marché baissier, qui est lui aussi une tendance très claire, on fait que descendre. Je m'appuie sur les données cycliques principalement et bien évidemment les données technique. Voilà. Donc, quand je fais du trading en marché haussier, par exemple, eh bien, j'attends une correction, j'achète à cette correction et je revends à des objectifs déterminés à l'avance. C'est ce qu'on appelle faire du swing trading et je fais ça donc sur des périodes de plusieurs semaines,
plusieurs jours, des fois ça peut être plus court, ça dépend de la tendance du moment. Voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi, quand on sort de la période d'accumulation, et donc ça veut dire qu'on a vraiment validé qu'on n'était plus en marché baissier, donc à partir de ce moment-là, on sait qu'on ne descendra plus en dessous d'un certain seuil pour le prix. Donc j'en profite pour faire des prêts dans la DeFi. Donc je vais mettre en collatéral toutes les cryptos que j'ai achetées pendant le marché, pendant la période d'accumulation justement. Et puis en les mettant en collatéral, ça me permet de faire des prêts. Et avec cet argent, eh bien je vais renflouer mes bagues, mes sacs en français. Je vais renflouer mes sacs de crypto que je pense vont performer. Et en faisant un crédit, eh bien, ça me permet, parce que je peux aussi faire du trading sur marge, ça m'arrive, ça me permet d'emprunter de l'argent, donc d'acheter 2, 3 ou 4 fois plus de monnaie que je n'aurais pu me le permettre avec mon argent, parce que j'ai mis en collatéral, c'est-à-dire j'ai mis en caution mes cryptos qui ne me servent pas pour le moment, puisqu'on est en période de marché haussier, on sort de la période d'accumulation, donc je vais attendre la fin du bull run pour pouvoir... excusez-moi, je vais récupérer des profits au fur et à mesure, que je vais d'ailleurs utiliser parfois pour rembourser les prêts que j'ai faits, et puis je vais attendre avant de vendre tout le reste, bien évidemment. Mais donc du coup, ça me permet d'avoir plus de monnaie pour pouvoir faire encore plus de gains. Je peux aussi m'en servir pour le trading, ça dépend. Par contre, attention, ne jamais mélanger, moi, ça c'est un conseil que je donne tout le temps, ne jamais mélanger vos budgets. C'est-à-dire que si vous avez un budget pour le trading et un budget pour le holding, vous piochez pas dans l'un pour mettre dans l'autre. Moi, si je fais des prêts, c'est parce que je le sais à l'avance que ça va aller dans mon budget de trading et ça dans mon budget de holding, mais je ne mélange pas les deux, jamais. Voilà, ça j'insiste. Donc c'est ça, et je le redis, dans mon plan d'action, les budgets sont très clairs, ils sont déterminés à l'avance pour vous, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Voilà. Mais revenons à nos moutons. Donc ce que je fais, c'est que c'est ça, je fais ça seulement une fois qu'on est sorti de la période d'accumulation et qu'on l'a confirmé, parce que mes monnaies, comme je sais qu'on va jamais redescendre en dessous d'un certain seuil, on va faire que monter. Les monnaies que je mets en collatéral, elles ont un certain montant et ce montant va faire que monter. Alors, par palier, par escalier, il va y avoir des corrections, etc. Mais elles ne redescendront plus en dessous d'un certain seuil. Donc ça me permet de sécuriser une fois de plus mon collatéral parce que je sais qu'il ne redescendra pas en dessous d'un certain montant. Donc du coup, je suis plus tranquille par rapport à mes prêts. Alors, si vous n'êtes pas familiarisé avec tout ça, je vous invite à me suivre sur ma chaîne. Je vais faire des vidéos à ce sujet-là parce que plusieurs personnes me l'ont demandé dans mon groupe privé. Donc, voilà, c'est pas mal ça mes stratégies. Je vais m'assurer d'acheter au bon moment, ça c'est indispensable, donc pendant la période d'accumulation. Je vais m'assurer de baquer toutes mes investissements dangereux, si je peux dire, par des investissements moins dangereux. Je vais trader seulement quand il y a des tendances très claires et très précises, donc je ne trade pas pendant la période d'accumulation. Je me fais des prêts dans la DeFi que je m'organise, mais à des moments et des endroits bien stratégiques, encore une fois. Je fais un petit peu de staking, de trucs comme ça, mais je suis pas très fan de ça. Alors oui, je le fais parce que pendant que mon argent fait rien, autant qu'il me rapporte un petit peu d'argent et qu'il tourne, mais il y a quelque chose qui me dérange là-dedans, je suis pas très friande de ça, donc je l'utilise un peu, puis surtout j'essaye parce que il faut que je l'explique aux autres, donc si je teste pas les choses, je peux pas vous les expliquer. Donc c'est pour ça que je le fais, mais c'est pas quelque chose qui me fait kiffer, comme on dit. Moi, je suis très pro décentralisation et dans le staking, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la décentralisation. Donc là, c'est une question de valeur. C'est pas une question de technique, c'est une question que ça marche pas super bien avec mes valeurs. Donc c'est pour ça que je rentre pas trop là-dedans. Voilà. Par contre, les prêts, c'est différent. Justement, on est dans la décentralisation, on est justement dans tout ce que permet ce marché des crypto-monnaies, cette DeFi, cette finance décentralisée. Ça permet de faire des choses qu'on peut pas faire dans la vraie vie, ou plus difficilement en tout cas. Et ça, je veux l'encourager, je veux le tester, je veux l'utiliser, et c'est pour ça que je fais ça. Voilà. Donc
Les données cycliques, ça c'est primordial pour moi, c'est vraiment la chose que j'utilise le plus, parce que ça nous permet de nous donner plus ou moins un ordre d'idée de là où on se trouve, donc de plus ou moins savoir les endroits difficiles, quand c'est le moment d'acheter, quand c'est le moment de vendre, quand c'est le moment de rien faire, et donc du coup, c'est vraiment la chose la plus importante pour moi dans mes stratégies. Et ensuite, je renforce ça avec les stratégies techniques, enfin les données techniques, bien évidemment. Et j'en ai pas parlé parce que ça coule de source, mais je vais en parler. Tout ce qui est narratif, c'est évident. Je veux dire, je fais beaucoup de recherches fondamentales sur les projets et j'investis aussi bien dans le trading d'ailleurs que dans le holding sur les narratifs qui vont performer. Ça coule de source. Ça, je devrais même pas avoir à le préciser. Voilà. Alors, écoutez, j'ai fait le tour de ma propre interview. Je vais rendre la parole à Rémi, donc l'interview qu'on a fait cet été, où je vais pouvoir continuer de répondre aux questions. Et désolée encore une fois pour l'interruption. Donc, place à la vidéo de cet été. Donc, deuxième question, Stéphanie. Une de tes réussites les plus marquantes en tant qu'investisseuse? Alors, on va toujours en revenir au même, mais c'est parce que c'est quelque chose qui est vraiment marquant chez moi. C'est d'avoir compris la puissance d'un plan d'action d'un money management et de l'avoir appliqué à ma vie et de voir le changement majeur que ça a et l'impact que ça a eu dans ma vie en termes d'investissement. Et là où je suis très contente d'avoir réussi là-dedans, c'est que je vois le retour des personnes qui ont mon plan d'action ou qui ont le leur, hein, peu importe, mais qui prennent le temps de venir me faire un retour sur comment ça les a aidés, comment ils sont devenus rentables et profitables, et surtout comment ils n'ont pas perdu un seul centime de leur mise de fonds initiale, et que du coup ça les a réconfortés avec l'investissement parce qu'ils ont plus peur, ils sont plus anxieux, donc du coup ils prennent de meilleures décisions, du coup ils prennent plus de risques, et s'ils prennent plus de risques, eh bien ils ont de plus grands profits derrière. Donc je suis très fière et je suis très contente de pouvoir aider les gens avec ça et de leur faire comprendre à quel point c'est important. Et ça, pour moi, c'est vraiment une réussite marquante. Si je peux arriver à faire comprendre aux gens à quel point c'est important d'avoir un plan, de poser ses stratégies à l'avance et de les suivre, parce que ça va justement permettre de gérer ses émotions, de ne pas se laisser avoir par l'appât du gain, etc. Si je peux faire comprendre ça au plus de personnes possible, pour moi, là, c'est la meilleure gratitude qu'il peut y avoir. Ça me comble de bonheur, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me marque énormément. Alors après, s'il faut parler de chiffres, bah oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup de profits, ne serait-ce que les BNB, j'ai fait plus de 21 000 % de profits sur les BNB. Oui, c'est sûr que je suis dans les cryptos depuis 2012, donc forcément, j'ai appris beaucoup de choses en l'espace de 11 ans. Donc, mais bon, pour moi, ça m'intéresse pas de parler de ça parce qu'il peut y avoir des coups de chance, il peut y avoir comment dire, c'est pas l'argent. Oui, l'argent est important, mais c'est pas combien de bénéfices t'as fait, combien de pourcentage t'as fait sur une monnaie qui pour moi. Qui définit tes compétences? Oui, oui, okay. C'est ça. Oui. Ce qui est plus important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Parce que si demain, si tu suis par exemple, si tu suis quelqu'un comme Paul qui lui va te donner les pépites, etc., et qui est très bon, hein, moi j'adore Paul, il est extraordinaire pour ça. Mais s'il meurt demain, tu fais comment? Il n'y a plus personne pour te dire quoi acheter, quand le vendre. Donc, si tu n'as pas une stratégie, si tu comprends pas comment la mécanique tourne, comment tout ça fonctionne, et que tu n'es pas capable de te débrouiller par toi-même demain tout seul s'il y avait de quoi, c'est pas ça être un investisseur. C'est pas se reposer sur les autres, c'est comprendre ce rouage. Et un plan d'action, c'est ça que ça te permet, c'est de comprendre, d'identifier les phases, de savoir quand c'est que c'est le meilleur moment d'acheter, quand c'est le moment de vendre, de poser tes stratégies à l'avance, de rééquilibrer ton portefeuille, de retirer ta mise, etc. Donc, c'est selon moi ce qu'il y a le plus important, ça plus la formation, c'est ça qui fait de toi un bon investisseur.
Et je suis très contente d'avoir trouvé une technique qui permette de simplifier ça parce qu'il y a tellement de choses à savoir et à comprendre. Donc d'avoir pu simplifier ça, d'avoir pu le vulgariser, puis l'amener avec un côté éducatif et pas trop chiant, on va dire. Et ben c'est pour moi, c'est une de mes plus belles réussites. Voilà. Parfait. Merci pour la réponse. Troisième question. Je veux savoir, Stéphanie, c'est quoi tes pires erreurs? Alors, je vais te dire, mes pires erreurs se résument en ma pire erreur. Parfait. J'ai Allez, je fait, veux savoir. j'ai fait toutes les erreurs qu'il était possible de faire en une seule transaction. Alors, ça n'a rien à voir avec les crypto-monnaies parce que c'était en 2008, donc le Bitcoin n'existait même pas à cette époque-là. C'était en août 2008 exactement, juillet 2008. Je voulais me mettre justement, je voulais découvrir un peu le trading et tout ça. J'ai commencé à découvrir ça à ce moment-là, en pleine crise économique, hein, on s'entend. Et je me suis entraînée pendant des mois sur, tu sais, un truc virtuel, le marché virtuel. Ce qu'il faut que les gens comprennent, ça va être la première leçon de mes erreurs, c'est que quand tu t'entraînes sur quelque chose de virtuel, c'est super facile, tu gagnes tout le temps. Pourquoi? Parce que tes émotions ne rentrent pas en jeu. Parce que tu t'en fous, c'est de l'argent virtuel, c'est pas ton argent. Donc du coup, tu prends des risques que tu ne prendrais jamais dans la vie réelle avec ton vrai argent. Donc du coup, tu gagnes tout le temps. Voilà. Sauf que ça, je le savais pas, moi, à l'époque. Donc, je me suis entraînée plein de fois pendant des mois et des mois sur un truc virtuel. J'ai fait plein d'argent, c'était fantastique. Donc là, je me suis dit, je me lance dans le réel. Il faut que tu saches que je n'avais aucune formation. Je débutais le trading. Je n'avais pris aucun cours. Je connaissais même pas ce qu'étaient les leviers. J'avais économisé 10 000 euros à l'époque parce que je devais partir au Canada. Et j'avais économisé tout cet argent pour partir en août, donc un mois plus tard au Canada. Et puis là, je me suis dit, 10 000 euros, c'est pas assez, parce que si je trouve pas un boulot tout de suite, je risque d'être dans la merde. Donc, j'ai voulu multiplier mon 10 000 euros. Donc, la deuxième erreur, c'est que j'ai misé de l'argent dont j'avais besoin. Trop forte. Troisième erreur, l'appât du gain. Je me suis dit, je vais miser le tout pour multiplier et avoir plus d'argent pour partir au Canada. Donc là, on est déjà à 3 erreurs, j'ai même pas commencé mon histoire. Et donc, je fais ma première transaction et là, je mets mes 10 000 euros sur la même transaction. Donc, quatrième erreur, on met jamais tous ses œufs dans le même panier. Jamais, 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 jamais. Et ben moi, j'ai mis mes 10 000 euros sur un trade. Ensuite, je t'ai dit que j'avais jamais entendu parler de levier. Ouais, j'ai vu que ça avait l'air sympa de multiplier ses gains. Donc, j'ai passé un levier. Voilà. Donc, ça aussi, c'est vraiment, il faut absolument pas faire ça. Si on connaît pas les leviers, on traite pas comme ça. Et alors, l'erreur fantastique que j'ai faite, c'est que j'ai laissé tourner ma machine et je suis partie travailler. Donc, j'étais même pas devant l'écran quand j'ai placé mon trade à levier. J'avais pas placé... les pires erreurs qui puissent exister, quoi. Les pires erreurs. J'avais pas placé de stop loss, j'avais pas placé de take profit. Moi, je me suis dit, c'est bon, ça va suivre son cours, on verra, et puis je l'arrêterai quand je l'arrêterai. J'avais pas compris que les leviers, quand ça arrive à un certain niveau, ça te liquide ta position. Oui. T'avais mis combien, tu te rappelles? En levier, je me rappelle plus, non. Je me rappelle plus, mais inutile de dire que je pense qu'en l'espace de 1 ou 2 heures, mon levier, il a sauté. Mes 10 000 euros, ils sont partis aux oubliettes. Et quand je suis rentrée le soir, alors là, j'ai fait une crise cardiaque. J'ai pas cru mon écran. J'ai cru que je me trompais. Donc, tu sais, je suis retournée voir sur mon compte en me disant, mais c'est pas possible. Comment c'est possible? C'est pas possible. Ouais. Parce que je me suis dit, au pire, ça vaut plus rien, mais ça peut pas m'avoir tout vendu. Oui. Si. C'est le principe d'un levier. Mais ça, je le savais pas. Okay. Bah, t'as appris. Tout. Alors là, pour apprendre, je peux te dire que j'ai appris. Et donc, c'est ça, j'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles et inimaginables. J'ai mis tout mon argent au même endroit, j'ai misé l'argent que j'avais besoin, je me suis pas formée, j'ai utilisé des techniques que je ne connaissais pas, j'ai fait du trading
alors que je n'avais jamais fait de trading. J'étais pas devant mon écran, pas de stop loss, pas de take profit. Écoute, toutes les conneries, je les ai faites. Et là, quand j'ai vu ça, je te jure, j'étais tellement estomaquée, là, mes jambes se sont coupées, là. J'ai failli tomber, j'ai dû m'asseoir par terre parce que je faisais une crise cardiaque. Je souhaite ça à personne, vraiment. Mon cœur m'a lâché, il sortait de ma poitrine, quoi. Mes jambes se sont sciées, je suis tombée, j'ai dû m'asseoir par terre et respirer. Mais une crise d'angoisse comme jamais. Tu te rends compte, j'ai perdu tout mon argent pour partir. Ouais. Ah ouais. Ah non, Ah, c'était, je souhaite ça à personne. Par et- contre, ok. avec le recul, maintenant, je m'en suis sortie, heureusement, mais à l'époque, non, c'était horrible. Mais maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça a été la plus belle chance que j'ai eue dans ma vie, parce que mon plan d'action a été établi en fonction de toutes les erreurs que j'ai commises en 2008. Parce que ma vie d'investisseur aujourd'hui, elle est définie par toutes les erreurs que j'ai faites en 2008. Donc, ça a été horrible, ça a été terrible, ça a été physiquement, émotionnellement bien évidemment difficile, mais physiquement aussi. J'ai eu des séquelles physiques là pendant quelques jours. J'arrivais plus à respirer, c'était horrible. Mais ça m'a mis une telle claque dans la gueule que j'ai compris que on peut pas faire l'impasse sur la formation. C'est pas du casino. Moi, je joue au casino là, très clairement. Ce jour-là, je suis allée miser ma mise en disant je vais faire le double. C'est pas ça l'investissement. C'est absolument pas ça. Je serais allée jouer au casino, j'aurais peut-être moins perdu. Voilà, Ouais. donc c'est ma pire erreur, mais au final, c'est associé à ma plus grande réussite parce que tout ce que je suis maintenant et ma spécialité d'aujourd'hui a été déterminée par ce jour en particulier. Et comment t'as fait après pour partir au Canada? Ben, je suis partie quand même et puis ça a été compliqué parce qu'effectivement j'ai travaillé chez Starbucks au début. Horrible, il faut avoir fait Sciences Po pour travailler chez Starbucks. C'est dingue compliqué. Écoute, t'as pas idée quoi. Ah ouais? Donc j'ai tenu 15 jours. Au bout de 15 jours, j'ai dit non, c'est bon, merci, c'est pas pour moi, je n'y arrive pas. Donc là, je me suis trouvé un travail de webmaster, puis c'est de là où j'ai fondé ma société de. Je créais des sites internet avant. Ok. Donc, mais là, encore une fois, comme toutes les grandes décisions de ma vie, là, je vais faire un petit peu de développement personnel, je dévie un peu, mais c'est parce que c'est tellement important. Comme tous les grands événements de ma vie, quand t'as pas le choix et que t'es au pied du mur, t'es obligé de t'adapter. C'est ce qu'on appelle le mode survie. Et dans ce mode-là, tu découvres des facultés, des forces et un courage que tu n'as même pas idée que tu possèdes. Et c'est ce qui s'est passé. Je suis quand même partie au Canada. J'ai essayé de trouver un travail, ça m'a pas plu Starbucks, donc je suis allée dans ce que je connaissais, qui était l'informatique. Donc j'ai fondé ma société de webmaster, mais sur du tas parce que j'avais plus rien, j'avais plus d'argent, j'avais plus de revenus, j'avais plus rien. En plus, j'avais pas de, j'étais en, mon visa allait bientôt se périmer si tu veux, donc j'avais pas le droit de travailler à partir d'un certain temps, je n'avais plus le droit de travailler au Canada. Donc, il fallait vraiment que je trouve une solution. Mes jours étaient comptés, là. C'était vraiment... Donc, j'ai trouvé la solution des sites Internet. Mais ce que je veux dire par là, c'est que plus tu es challengé, plus tu vas aller rechercher des ressources en toi qui vont te permettre d'avancer. Et si tu es attentif à ça, tu te rends compte qu'à chaque fois que tu as fait... Si tu regardes en arrière et que tu es honnête, tes pires erreurs, tes pires obstacles, tes pires déceptions, tes pires moments de ta vie, au final, ont fait de toi ce que tu es maintenant et t'ont permis d'être toi maintenant. Donc, au final, c'est des réussites. Voilà. Tout ça pour ça. Donc ton erreur finalement te transforme en positif. Oui, tout à fait. Alors, j'aurais jamais pensé de dire ça en 2008. Mais maintenant, je te le confirme très clairement que ça a été une chance et je remercie vraiment d'avoir vécu ça parce que je n'aurais jamais pu performer en tant qu'investisseur au jour d'aujourd'hui comme je performe sans plan d'action et sans m'être formée et donc sans avoir appris
de cette erreur monumentale. Puis, tu vois, pour faire ça, c'est un peu l'histoire de ma vie aussi. Moi, j'aime pas quand ça traîne dans le temps. J'aime bien qu'on règle tous les problèmes d'un coup. Donc là, bah, c'est parfait. Toutes les erreurs qu'un investisseur peut faire, je les ai fait en une seule transaction. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Merci, bonsoir. Apprendre de ses erreurs ou apprendre des erreurs des autres, c'est quoi le mieux? Les deux sont très bien. La seule différence que je ferais, c'est que apprendre de tes erreurs, c'est plus facile parce que ça te concerne. Donc, tu as l'émotion qui est reliée à ça. Quand tu te prends une porte dans la gueule, ça fait mal, tu sais que ça fait mal et tu n'as plus envie d'avoir mal. Donc, ça te donne de la volonté, ça te donne du courage, ça te donne de la niaque. Alors que quand c'est les erreurs des autres, tu as souvent tendance à te dire « Ouais, bah, il a pas eu de chance, ouais, bah, il a fait n'importe quoi. » Et au final, à remettre l'erreur sur l'autre personne. Et c'est pas ça qui va te donner la niaque tant que tu l'as pas compris toi-même, à mon sens. Ok. On passe à la quatrième. Allez, c'est parti. Donc, Stéphanie, où te renseignes-tu et obtiens-tu tes informations? Alors la réponse va être totalement la même que tous les autres intervenants, c'est-à-dire que YouTube et Twitter. Voilà. En gros, là, si je dois résumer, c'est YouTube et Twitter pour ce qui est des sources d'information. Et après, pour ce qui est des sources de formation, je vais toujours aller voir des personnes dont c'est le métier. Comment dire? On peut pas être bon dans tout. D'accord? Donc, on peut avoir des notions dans beaucoup de domaines, mais on peut pas être bon dans tout, c'est pas possible. Donc, pourquoi tout vouloir faire soi-même? Non, dans une communauté, on a tous des points forts et des points faibles. Pourquoi chercher à vouloir tout maîtriser soi-même? Moi, je pars du principe que je préfère laisser les gens bons dans leur domaine, faire le travail pour moi et récupérer ce qu'ils ont fait pour pouvoir l'appliquer dans ma vie, avec ma façon de faire, mes références, etc. Donc, je vais pas avoir la prétention d'aller chercher des pépites. C'est pas ma job. Je suis pas très bonne maintenant. Des fois, ça arrive sur le passage pendant que je fais des recherches, je tombe sur quelque chose et ça m'arrive. Mais c'est pas ma spécialité. Je suis pas bonne là-dedans. Donc, ben, je préfère laisser Paul ou Chantal ou whatever dont c'est le métier, si tu veux. Et puis, je vais prendre ça. Après, je vais aller l'analyser. Je vais faire mes propres recherches. Je vais voir si ça correspond avec mes valeurs et compagnie. Et puis, je vais décider d'investir ou pas selon ma vision des choses, si tu veux. Donc, les informations, je vais les chercher à la source, c'est-à-dire chez les personnes dont c'est le métier. J'ai rien contre les créateurs de contenu, les petits jeunes, on en a déjà parlé, je crois que c'était avec toi. J'ai rien contre les petits jeunes. Mais il va vous manquer une expérience dans certains domaines qui, à l'inverse, va manquer chez les vieux, entre guillemets. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire si j'ai envie de m'intéresser à tout ce qui est shitcoin, trading journalier, etc., etc., ben là, je vais aller voir des petits jeunes parce que vous êtes nés avec ça, vous avez grandi avec ça, vous avez de l'expérience avec ça, ça fait partie de vous. Donc, ça, je comprends. Mais si je veux des conseils en investissement sur le trading long terme, sur l'investissement, sur comment on investit dans des cycles de marché, les analyses de cycles de marché, c'est pas un petit jeune que je vais aller voir. C'est pas parce qu'il a fait un cycle, une seule expérience dans sa vie qu'il est bon là-dedans. Non, là, je vais aller chercher des gens comme Tika Tiwari ou des gens dont c'est le métier comme Laetitia Bonaventure ou même Paul qui travaille là-dedans depuis 10 ans. Donc, je vais aller prendre des gens qui ont déjà vécu des cycles économiques avec des crashs boursiers, des crashs immobiliers, des trucs comme ça. Donc, je vais chercher l'info à la source, avec des gens dont c'est le métier et qui maîtrisent leur sujet. Donc, c'est ça. Et principalement, c'est sur YouTube et Twitter. Ok. J'apprécie. J'ai pas de jugement à donner, mais je voulais juste quand même te dire que regarder les personnes, écouter les personnes dont c'est le métier, j'avoue que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit quand même. Bon. Et puis, tu sais, je dis souvent en plaisantant les petits jeunes, mais j'ai rien contre les petits jeunes, bien au contraire. D'ailleurs, on fait tout le temps des vidéos ensemble. Hein. On s'entend que j'ai le double de ton âge. Ah bah, voilà. Je suis un petit jeune du coup.
Mais c'est pas ça, c'est que exactement comme je viens de l'expliquer, le petit jeune va avoir une information que je vais aller chercher, mais il y a d'autres informations qu'il n'aura pas et c'est normal parce qu'il n'a pas assez vécu pour avoir cette expérience-là. Mm. Et à l'inverse, les vieux vont avoir cette expérience, mais ils vont rien comprendre à tout ce qui se passe dans la technologie, dans des trucs comme ça. Donc c'est vraiment aller chercher les infos là où elles sont. Et une personne ne peut pas tout faire, ne peut pas être bon partout, c'est pas possible. Stéphanie, 5e question. Est-ce que tu as des rituels ou des routines particulières? Oui, j'en ai, mais c'est pas par rapport à mon travail. C'est par rapport à l'inverse, à mon non-travail, je dirais, pour pouvoir mieux travailler. Ouais, je m'explique. Donc c'est concentré sur toi. Ouais, c'est concentré sur moi parce que dans ce monde, il y a énormément de volatilité, il y a énormément d'informations, c'est non-stop, non-stop, non-stop. Ça te met une tête comme as. Et tu as besoin de mouvement, tu as besoin de temps. Il faut échapper à tout ça de temps en temps. Voilà. Des temps de pause, je cherchais mon truc. Et on n'a pas forcément envie de prendre des temps de pause dans la vie parce qu'on est à fond dans un truc, parce qu'il se passe quelque chose, parce qu'on veut savoir, etc. Mais si on se force pas à le faire, ça va pas venir tout seul. Comme disait, je crois que c'était Einstein qui disait, si tu changes rien dans ta vie, t'attends pas à avoir des résultats différents. Ça marchera pas comme ça. Et donc du coup, eh bien, je suis partie vivre à la campagne, comme tous ceux qui me suivent le savent parce que j'en parle souvent. Et des fois, j'ai pas envie, tu vois. Là, regarde, aujourd'hui, ça fait 3 jours qu'il pleut. Il fait un temps dégueulasse, il fait 4 degrés. Je n'ai pas du tout envie d'aller me promener, mais vraiment pas. Sauf que là, il pleut un tout petit peu moins aujourd'hui et ça fait 3 jours qu'il pleuvait beaucoup. Mais je vais me forcer pareil à sortir aujourd'hui parce que ça fait 3 jours que je suis pas sortie. Et je veux pas ça, je veux me reconnecter à la nature, je veux sortir de mon ordinateur, voir autre chose, promener mon chien, avoir du fun avec mon chien. Et donc du coup, c'est ça mes rituels que je m'impose, c'est que je fais des balades tous les jours quand le temps le permet. Je me force à avoir des temps de pause, je me force à avoir un divertissement dans la journée, je me force à avoir au moins 2-3 heures par jour. Alors ça, je me force pas, c'est inné chez moi. Mais j'ai toujours un 2-3 heures par jour, rien qu'à moi. C'est énorme chez moi parce que j'ai besoin énormément de temps à moi, donc 2-3 heures par jour, mais ça peut être 1 heure chez quelqu'un qui a besoin de moi. Et là, je vais faire ce qui me convient, ce que j'ai envie de faire, mais ça va être complètement dissocié de mon travail. C'est-à-dire interdiction de regarder mon téléphone, interdiction de regarder les cryptos, interdiction d'avoir un contact ou de répondre à mes clients. Je veux vraiment me déconnecter. Et donc ça, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on l'a pas mal tous dit. Paul parle du sport, mais c'est la même chose avec le sport. Chantal fait beaucoup de jeux de société. Toi aussi, tu sors beaucoup. Tu faisais aussi pas mal de sport. Passé un moment aussi. Il me semble. Hein, arrête-moi si je me trompe. Oui, je rentre du basket avant de faire cette Ah interview. voilà, tu vois. Et ça, je pense qu'il faut vraiment l'intégrer dans ta routine. De couper complètement la connexion avec ton travail. Parce que le travail dans l'investissement comme ça, moi, j'ai pas de bureau, je travaille de chez moi. Donc, je pourrais faire ça non-stop 24 heures sur 24. C'est pas comme les gens qui vont au travail, puis quand ils rentrent, ils sont plus au travail. Et si tu ne t'imposes pas toi-même un rythme avec des déconnexions journalières, c'est le meilleur moyen pour plus rien voir par la suite et prendre de très mauvaises décisions. Parce que déjà, il y a tellement de 99% des informations ne servent absolument à rien. Donc, tu perds ton temps, tu remplis ton esprit avec des trucs inutiles, tu perds ton temps, tu joues sur tes émotions et ça sert à rien. C'est pas important, c'est du bruit, comme dit Paul, et je suis d'accord avec lui, c'est du bruit, du bruit, du bruit, du bruit. Donc, il faut te dissocier de ça, à mon sens. Puis, ça passe par du divertissement, se reconnecter à la nature, manger équilibré, faire du sport, prendre soin de soi, voir ses amis, faire des jeux, faire des trucs qui te rendent heureux, qui t'amènent du plaisir, qui t'amènent de la joie. Puis ça, oui, je l'ai mis dans ma vie quotidienne, mais des fois, ça me tente pas. Je vais le faire pareil. Parce que c'est vraiment important. Alors, peut-être que je vais diminuer, peut-être que, comme je te dis, là, il pleut, au lieu d'aller de me promener 1h30 avec mon chien, je vais peut-être me promener qu'une demi-heure aujourd'hui.
Mais je l'aurais fait. Je serais sortie, je l'aurais fait. Mon chien sera super content et ça va me combler et ça va la combler. Donc, c'est ça qui est important. Et puis, la deuxième routine que je fais, mais ça, c'est plus sur le long terme, c'est pendant le marché baissier. Pour un holder, il n'y a rien à faire pendant un marché baissier. Pas pour les traders, mais pour les holders, à part attendre de toucher le bottom, il n'y a rien à faire. Donc moi, je profite de cette occasion pour faire un bilan. Qu'est-ce que j'ai réussi au cycle d'avant? Qu'est-ce que j'ai échoué? Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Dans quoi je pourrais me perfectionner? Quelles nouvelles technologies sont sorties? Dans quoi je pourrais me former? Je vais faire mon nouveau budget pour le prochain cycle, etc., etc., etc. Puis ça, à chaque bear market, je le fais. Parce que c'est le temps de le faire. Après, on n'a plus le temps. Après, tout va vite. Après, on est dans l'achat. Tout le temps dans la période d'accumulation, on achète, on étudie, on fait des analyses fondamentales, on est dans les recherches, donc on n'a plus le temps. Et après, pendant le bull run, on est dans la vente et le rééquilibrage du portefeuille. Donc, on n'a plus le temps de faire ça. Il faut le prévoir à l'avance. Et c'est pendant le bear market que je fais ça. Voilà. Allez, nouvelle question Stéphanie. Comment parviens-tu à réaliser régulièrement des profits dans le domaine des crypto-monnaies? Alors, je fais beaucoup de rééquilibrage de portefeuille, je fais beaucoup de swing trading aussi, en plus du holding. Pendant le marché baissier, ça m'arrive de faire un petit peu de trading aussi, avec des petits leviers à la baisse, parce que on sait qu'on est dans une période de chute, donc ça m'arrive d'en profiter. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi mon groupe privé, j'ai mes livres, j'ai écrit 3 livres. Alors pour le moment, il y en a que un qui est sorti, mais les autres vont arriver cette année là, en fin d'année, 2024, pardon. Donc j'ai mes livres, j'ai mon groupe, j'ai mes outils, mon plan d'action et tout ça. Donc ça c'est pour mon côté professionnel. Et puis à côté de ça, il y a une technique que je trouve aussi intéressante, c'est tout ce qui est donc ne jamais mettre tes jeux dans le même panier. Ça, on l'a tous compris. Mais j'aimerais aller plus loin dans le sens où ce qui est encore plus smart, je trouve, c'est de mettre tes billes dans des domaines qui se complètent. Parce que si tu mets des billes dans des domaines qui ne performent pas tous en même temps, ça te permet d'avoir toujours de l'argent finalement. Si tu sais que, par exemple, quand le marché immobilier performe, c'est super. Mais si on a une crise, un krach boursier, par exemple, tes investissements que tu as placés dans les cryptos ou autre chose risquent de moins bien performer puisqu'on est en crash, on est dans un bear market. Mais on sait que le marché immobilier, il va pas crasher tout de suite, il va peut-être avoir 1 ou 2 ans de plus, ça dépend des situations, mais il va pas forcément crasher tout de suite. Donc, pendant que toi, tous tes investissements crashent, tu continues de performer avec le marché immobilier, par exemple. Et puis après, imaginons que tu aies des actions dans tout ce qui est agroalimentaire ou médicaments ou des trucs comme ça. S'il y a un crash immobilier, qu'il y a un crash boursier, si on prend le cas du Covid, par exemple, avec une maladie par-dessus qui empêche de travailler et compagnie, eh bien, il y a un truc qu'il faut qu'on sache, c'est qu'on en aura toujours besoin de manger. Donc, si tu investis dans des sociétés qui ne seront pas impactées, par exemple, là je te parle de ça parce que j'ai lu un article récemment sur des entreprises américaines qui font de l'agroalimentaire, mais sous serre avec de l'hydroponie et compagnie. Donc, ce qui leur permet, peu importe le climat à l'extérieur, ça leur permet de toujours avoir un rendement, en fait. Donc, je te parle de ça parce que si ton immobilier crash, qu'on a une crise économique, donc forcément, on va avoir du chômage, on va avoir moins de choses. Imaginons que justement, on est dans une année El Niño, donc ça veut dire qu'on va avoir des récoltes beaucoup moins intéressantes que d'autres années et compagnie. Donc, en sachant cela, si tu investis dans l'agroalimentaire qui, eux, font pousser tout le temps dans des serres avec de l'hydroponie, qui sont rentrés en bourse, bien sûr, et qui s'en foutent du climat, eux, ils vont continuer de performer. Donc, pendant que tout le reste ne performera pas, eux, ils vont continuer. Donc, en investissement dans des domaines complètement différents, mais qui se complètent les uns les autres, tu t'assures d'avoir toujours un petit peu de revenus, finalement. Quand il y en a un qui performe, l'autre ne performe pas, et quand un ne performe pas, l'autre performe. Comment gères-tu l'appât du gain dans un marché aussi volatile? Alors,
Eh ben, c'est simple, avec un money management, donc un plan d'action, et je m'y tiens quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que mes stratégies sont faites au moment de l'achat, donc pendant le bear market et la phase d'accumulation. Donc, quand j'établis ces stratégies, j'ai aucune idée de ce qui va se passer plus tard. Mais je me base, c'est des stratégies, comme je te le dis, c'est récupérer son argent et puis récupérer ensuite par palier. Donc, c'est toujours un peu la même chose, plus ou moins. Après, pendant le bull market, je vais m'adapter. Si ma stratégie, par exemple, je vois que j'avais dit que je devais vendre, par exemple, 25% à ce niveau-là et qu'en fait, on vient juste de commencer le bull run, on n'est même pas encore à la moitié du bull run, bah, ça serait un petit peu bête de vendre maintenant, donc je vais peut-être attendre un peu ou vendre un petit peu moins, donc je vais peut-être modifier. Mais hormis ces cas exceptionnels, je ne démords pas de mon plan. Parce que quand j'ai fait ce plan, j'étais à l'abri des émotions. Justement, j'étais à plat, il n'y avait pas d'émotion, le marché n'était pas encore là, j'avais même pas encore acheté. Donc du coup, ben, j'ai pas d'émotion. Donc c'est comme ça que je le gère. Et je m'y fie et je m'y tiens, quoi qu'il en soit, que ça me plaise ou non. Donc, sur certaines cryptos, je vais récupérer ma mise de fonds quand on fait un x4. Des fois, sur un x2, ça dépend des cryptos, ça dépend du projet, ça dépend de l'actualité, de la phase dans laquelle on se trouve. Ça dépend de tout un tas de trucs. Mais pour ce qui est des risques des monnaies, ça, je le détermine à l'avance et je le vends tout le temps. Je te parlais d'Hathor tout à l'heure. Pour moi, Hathor, c'est un risque élevé. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment je détermine les risques, vous pouvez me suivre sur mon blog ou YouTube, j'en parle souvent. Les risques élevés, je ne me pose pas la question. Je vends automatiquement 25% de mon portefeuille quand je fais un x4. Que ça me plaise ou non, que ça aille mieux par la suite ou non, je m'en fous. J'ai établi ce plan, je le suis. Et basta. Et après, je réinjecte et whatever. Mais le seul moyen de gérer une émotion, c'est de faire en sorte de ne pas avoir d'émotion, à mon sens. Donc, le plan d'action, ça, c'est sûr et certain. C'est dans 99% des cas, c'est uniquement ça qui me permet de gérer l'appât du gain. Et pour ce qui est du trading, alors c'est pareil, on peut avoir un plan d'action aussi pour le trading. Mais pour le trading, il y a un truc que je rajoute en plus, c'est de ne jamais dépasser deux trades gagnants consécutifs. Donc, parce que tu peux être sûr que ton troisième ou ton quatrième, il va être perdant. C'est sûr. Donc, tu vas perdre tout ce que tu viens de gagner. Donc, c'est peut-être deux, ça dépend si on est dans une journée avec des bonnes nouvelles, tout un tas de trucs, peut-être que je peux aller jusqu'à 2. Mais c'est 1 ou 2 maximum trades gagnants consécutifs. Ensuite, je fais une pause. Et ça, que ça me plaise ou non, et crois-moi, là-dessus, je me fais violence, parce que quand tu es en veine, quand tu gagnes, quand tu vois le marché qui explose et tout, putain que c'est difficile de te dire stop, je veux pas, ça suffit. Non, allez, encore un petit dernier, juste un tout petit. Non, et là, je me fais vraiment violence. Puis tu vois, j'ai donné ce conseil à j'ai un des entrepreneurs qui fait des travaux chez moi, qui fait un peu de trading, puis on parlait de ça, et je lui ai dit ce que je faisais, je lui ai dit que je m'arrêtais à 2. Et sans me le dire, il a testé ça pendant 2 semaines, et il m'a rappelé il y a 2 jours en me disant, écoute, extraordinaire ta technique, j'ai rien perdu depuis 2 semaines. Voilà, donc c'était la petite anecdote. Mais c'est ça, le seul moyen pour moi de gérer mes émotions, c'est de faire en sorte de ne pas avoir d'émotions dans un marché aussi volatile et de déterminer mes stratégies à l'avance. Comment gères-tu un marché baissier, bear market? C'est ça, comme j'ai dit tout à l'heure, j'en profite pour me former, faire le bilan du cycle passé, faire les nouvelles analyses de cycle, par exemple cyclique, pour voir si on a encore tenu les mêmes cycles que précédemment. Donc je vais faire des analyses, des bilans, je vais préparer mon budget pour le prochain cycle, je vais me former, je vais faire tout ce que j'ai pas le temps de faire, et surtout, je vais faire des pauses. Voilà, je vais vraiment faire des pauses. Puis, tu vois, c'est marrant, le timing est vraiment très bon parce que j'ai mis à jour mon plan d'action justement hier avec une nouvelle fonctionnalité qui permet justement de te prévenir suivant les phases dans lesquelles on se trouve. Alors, c'est basé sur les données cycliques et historiques, donc c'est pas sûr à 100%, mais ça te donne plus ou moins une idée de là où on se trouve.
Et donc, du coup, ça t'envoie un email pour te dire, attention, on va rentrer dans la phase d'accumulation, attention, on va en sortir, on va rentrer dans le bull run, etc., etc. Et pourquoi je te dis ça? En fait, je te dis ça parce que justement, j'ai mis cette option parce que il faut faire des pauses et notamment quand on fait du holding et c'est bien. Souvent, on fait pas de pause parce qu'on a peur de rater le moment, de pas savoir où on en est, etc. Et d'avoir un email qui te rappelle. Donc, si on est en marché baissier, là, tu fais une pause, tu te désintéresses de tout ça, tu fais tous tes bilans et tout, mais je veux dire, tu regardes pas les infos, tu regardes pas les projets, tu fais pas d'analyse fondamentale, etc. T'es vraiment dans l'analyse, je dirais, et la préparation du prochain. Mais tu n'es pas dans le holding. Tout ce que tu as fait ces 3 dernières années, en fait. Donc, du coup, forcément, tu déconnectes un petit peu. Et en tout cas, je te le conseille. Si c'est pas ce que vous faites, je vous le conseille. Mais t'as pas envie de rater le moment où on va toucher le bottom et où on va redémarrer. Donc, il y a un moment ou un autre, il va falloir que tu te réintéresses à ça. Donc, avec la fonctionnalité que j'ai mis dans le plan d'action, ça va tu vas recevoir des emails quelques jours avant, 1 ou 2 semaines avant, pour te dire de te remettre dans le bain parce qu'on va bientôt toucher le bottom, si on l'a pas déjà fait, et que c'est le temps de se remettre tranquillement en action sur les marchés. Donc, d'avoir un pense-bête, ça me soulage. Parce que j'ai plus à penser à ça, j'ai plus à me casser la tête, j'ai plus à tout vérifier non-stop tout le temps. Bien évidemment, je garde, on sait que le marché baissier, il a tendance à durer 1 an. Donc, c'est sûr qu'à partir de peut-être 9 mois, je vais commencer à regarder un petit peu parce qu'on pourrait atteindre le bottom à n'importe quel moment. Mais les 8 mois du bottom ou les 8 mois de bear market où on chute et on ne fait que ça, où on remonte un petit peu et puis on rechute, c'est inintéressant. C'est là où on prend les mauvaises décisions, justement, parce qu'on croit que ça va remonter, donc on rachète, et puis là, on se fait couillonner, donc du coup, on est bloqué avec notre argent qui est immobilisé, ou alors ça nous déprime parce qu'on fait que chuter, et puis là, on voit notre portefeuille, tout ce qu'on n'a pas eu le temps de vendre qui diminue. Enfin bon, bref, c'est très mauvais pour le moral. Donc moi, je préfère vraiment me dissocier de tout ça, et puis me mettre des rappels. Mon plan d'action le fait, mais c'est pas pour ça que je dis ça. Ce que je veux dire, c'est que mettez-vous un rappel. Vous savez que ça dure 1 an le marché baissier, à peu près. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça a duré autant de temps sur les 2 derniers cycles. Ça veut pas dire que ça sera le cas le prochain, mais au moins vous savez que vous avez à peu près un laps de temps, on va dire entre 10 et 14 mois, où là vous allez pouvoir vous remettre dedans. Mais avant, eh bien, vous avez le temps de complètement décrocher. Et donc, mettez un rappel dans 8 mois, regardez où on en est, quoi. Voilà. Alors, tu vas me dire, oui, mais c'est super ce que tu dis. Mais c'est parce qu'on passe en bear market quand on dépasse le niveau le plus bas de l'ancien bull run, ce qui correspond souvent au 0,618 de Fibonacci. Mais le temps de se rendre jusque-là, tu vas me dire, il y a déjà 6 mois d'écoulés. Oui, Rémi, tu as raison. Je prévois tes questions maintenant. Je ne parle même pas. Alors oui, c'est vrai que pendant ces 6 mois, vous ne savez pas forcément trop où on en est. Mais si vous connaissez bien les cycles, c'est la même chose. Vous savez que le bull run, normalement, il dure lui aussi à peu près 1 an. Donc si vous voyez que ça fait 1 an et demi qu'on est en bull run, vous pouvez vous poser la question de savoir, est-ce que ça serait pas justement le marché baissier qui a commencé il y a 6 mois. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez savoir. Les cycles, vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. C'est une donnée qui est primordiale, les cycles, dans les crypto-monnaies. Donc, en ayant les bonnes connaissances, ça va vous permettre d'acquérir des bons réflexes. Et tout ça, on le fait pendant le marché baissier. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Voilà, Rémi, j'ai répondu à ta question. Si tu ne devais donner qu'un seul conseil aux personnes qui débutent, lequel ce serait? De vous former. Il faut que ça rentre. Vraiment, vous martelez là-dessus. Il faut vous former. Former, c'est pas forcément prendre des formations, aller à une école et suivre des cours. C'est se former sur les sujets qui vous intéressent. Si vous voulez juste faire du holding de manière conservateur, ça sert à rien d'apprendre à faire du swing trading ou du trading journalier, par exemple, ou d'apprendre à comment fonctionnent les shitcoins. Ça sert à rien. Formez-vous dans ce qui vous intéresse, ce qui résonne en vous, ce que vous aimez. Trouvez les choses dont vous avez besoin. Mais il faut vous former. C'est hyper important. Et puis, un autre truc que beaucoup d'intervenants ont dit, et je suis d'accord, prenez votre
temps, du poisson dans la rivière, il y en aura toujours. Il y aura toujours des opportunités. Ne chassez pas les opportunités, laissez-les venir à vous. C'est le meilleur moyen de pas se stresser, de pas prendre de mauvaises décisions, de pas se laisser impacter par l'appât du gain justement, etc. Donc prenez votre temps, faisez ça cool, tranquille, allez-y à votre rythme. Commencez avec des monnaies qui sont fiables, qui sont avec des risques faibles comme l'Ethereum ou le Bitcoin. Testez le marché, regardez comment ça fonctionne. Déjà, apprenez les cycles. Déjà, ça c'est primordial. Apprenez qu'est-ce que a besoin d'un holder. Apprenez des stratégies d'investissement. Alors, je vais prêcher pour ma paroisse, mais tout ça, je vous le dis sur ma chaîne YouTube, je vous le dis dans mes livres, je vous le dis dans mes articles de blog. Et puis, ça va vous donner des pistes pour aller chercher des informations ailleurs hein, quand vous allez vouloir perfectionner ou trouver plus d'informations sur un thème en particulier. Vous pourrez aller chercher ailleurs de l'information que moi-même ou quelqu'un d'autre ne vous donne pas. Mais vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas aller chercher de l'information si vous ne savez pas que cette information existe. Si vous ne savez pas qu'il existe des cycles dans les crypto-monnaies, vous ne pouvez pas aller chercher des informations sur les cycles. Donc c'est pour ça, en commençant avec des gens qui font des thèmes généraux, qui parlent un petit peu de tout, donc une généralité, par exemple Zone Bitcoin, Chantal, moi-même, qu'est-ce qu'il y a d'autre bon, là, j'en ai pas. Inspecteur Crypto, tout ça, là, c'est des chaînes plutôt généralistes. On n'est pas ancré sur un truc en particulier. On parle de choses en général. Donc là, vous allez pouvoir apprendre certaines choses. Puis là, vous allez dire, ah bah tiens, ça m'intéresse. Je vais développer le sujet. Puis là, vous pouvez aller chercher quelqu'un dont c'est le métier qui vous expliquera de A à Z comment ça fonctionne. Mais c'est vraiment important de lire ou de regarder des vidéos, peu importe, sur des vidéos généralistes pour qu'ils vous expliquent ce qui existe dans le monde des crypto-monnaies. Et une fois que vous savez ce qu'il existe, vous pouvez aller chercher l'information chez quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Mais formez-vous. Ne faites pas l'erreur que j'ai commise. Et on l'a tous commis. Honnêtement, je connais aucun investisseur. Puis toi aussi, tu nous as raconté tes déboires aussi, Rémi, dans ta vidéo. Je ne connais aucun investisseur qui n'a pas qui ne s'est pas pris un mur par manque de connaissances. Que ce soit des connaissances stratégiques, des connaissances techniques, des connaissances du vocabulaire, même n'importe quoi. Mais si tu n'as pas les connaissances, comment tu veux faire quelque chose sans savoir? Enfin, je veux dire, si tu sais pas le marché immobilier, il est comme tout autre marché, il subit des bulles. Donc, il a une période d'euphorie puis une période de crash. Si tu sais pas ça et que tu décides de vendre ton bâtiment parce que justement le marché est en train de s'écrouler et vite tu veux vendre pour faire de l'argent, tu vas prendre une très mauvaise décision. Exactement comme les cryptos, exactement comme n'importe quoi d'autre. Parce que si tu sais que tu as connaissance qu'il y a des cycles, tu sais que ça va remonter. C'est un exemple bateau parmi tant d'autres, mais je veux vraiment familiariser les gens avec les connaissances. C'est primordial, les connaissances. Mais dans tout, pas que dans l'investissement, dans tout dans ta vie. As-tu une crypto de prédilection au moment où on est en train de tourner cette vidéo en octobre 2023? Ça va être une surprise pour tout le monde. Et si je te parlais d'Akash Network, est-ce que ça t'étonnerait? Quelle surprise. Écoute, une crypto, c'est compliqué parce que, comme je te l'ai dit, ça c'est ma faiblesse, c'est que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur un projet. J'aime beaucoup de projets, donc bien évidemment Akash, Render, bien sûr, Hathor, j'aime beaucoup Hathor. Par contre, c'est pas du tout le moment d'acheter ces monnaies. Hathor vient encore de pulvériser un nouvel ATH, donc c'est pas du tout le moment d'acheter. Mais c'est des monnaies que j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'aime beaucoup le narratif, j'aime beaucoup l'idée derrière, le développement. Et je pense qu'il y a vraiment des forts potentiels, vraiment. Après, il y a d'autres monnaies que j'aime beaucoup. Tu vois, je suis incapable d'en donner une parce que je peux pas, c'est pas possible.
Mais bon, celles-là, elles sont peut-être à moins fort potentiel, peut-être, je sais pas. Mais j'aime beaucoup le projet Boson. Alors moi, je dis toujours Boson Protocol, mais on m'a repris, c'est Boson Protocol. Est-ce qu'ils vont bien performer? Ça, je sais pas. Mais le projet qui est derrière me plaît beaucoup, en fait. J'aime beaucoup aussi Polygon. Pour ce que ça représente, pour tous les partenariats qu'ils ont fait pendant le bear market, ils ont été extrêmement actifs et en monnaie de type modéré. Parce que tout ce que je vous ai donné, c'était des risques élevés. Mais pour ceux qui sont plus conservateurs, je pense que Polygon a un bon avenir devant lui. Au regard de tout ce qu'ils ont fait pendant le bear market, bah déjà c'est un bon produit en soi, mais ils ont plein de partenariats et puis ils n'ont pas chômé pendant le bear market. Je veux dire, ils sont restés actifs et compagnie. Et puis ça, c'est un signe de bonne santé en général. Donc, j'aime beaucoup Polygon. Voilà. Ok, merci. Pour les 4 crypto-monnaies, tu as Hathor, tu as Akash Network, tu as de Polygon et le dernier, Boson Protocol. Ouais. Mais Boson Protocol, je vais mettre des pincettes là-dessus. Ça, c'est un sujet que moi j'aime beaucoup parce que ils permettent de tokeniser des objets réels, donc le Real World Asset, le fameux Real World Asset. Mais on en a qu'au début. Donc là, les gens, ils se permettent ils vont tokeniser des tasses, des vêtements, des t-shirts. On s'en fout. Pourquoi acheter ça sous forme de token alors qu'on peut l'acheter sur Amazon? Ça fait aucun sens, c'est ridicule, à mon sens. Par contre, quand on va arriver à tokeniser des choses qui sont difficilement vendables ou compliquées à vendre, comme des biens immobiliers, des choses, si tu veux, qui sont difficilement divisables, et puis super chiant ou super cher à vendre, là, ça va devenir intéressant. Maintenant, est-ce que Boson va se rendre jusque-là? Est-ce qu'ils seront encore en vie à ce moment-là? Est-ce qu'ils vont permettre ce service? Ça, je sais pas. Donc, c'est pour ça que c'est un risque très élevé. Mais la perspective d'avenir me touche beaucoup parce que c'est justement quelque chose dont on a besoin, je pense. Parce que ça fonctionne comme comme Amazon, c'est-à-dire que c'est un tiers de confiance. C'est-à-dire que si tu veux acheter, je sais pas moi, un immeuble, disons sur Internet, un immeuble, les gens vont pas forcément comprendre parce qu'on est tellement loin de cette technologie. Si tu veux acheter une tasse de café sur Internet, si tu l'achètes dans les petites affaires et que tu envoies un virement, puis personne te dit que tu vas recevoir la tasse en retour. Il y a un manque de confiance. Tu n'es jamais sûr de ne pas te faire arnaquer. Donc, il faut un tiers de confiance, comme Amazon. C'est-à-dire que si le vendeur ne t'envoie pas la tasse, eh bien, tu vas être remboursé, par exemple. Eh bien, Boson agit un peu comme ça. Donc, si le token est pas envoyé, il y a de l'argent qui est pris, quand le vendeur met en vente quelque chose, il met une somme d'argent aussi qui est bloquée, et donc du coup, s'il n'envoie pas, le vendeur récupère cette somme. Donc il agit comme un tiers de confiance, et je pense que ça c'est bien pour permettre aux gens de comprendre l'importance de la tokenisation et de faire confiance à cette technologie. Mais comme je te le dis, pour le moment, c'est pas intéressant. Je vais pas acheter une tasse à café sur Boson alors que je peux le faire sur Amazon. Mais c'est un premier pas vers un avenir qui, à mon sens, nous aidera beaucoup. Voilà. Merci parce que je connaissais pas du tout Boson Protocol. Merci beaucoup Stéphanie pour avoir répondu à toutes ces questions, avoir participé à ta propre deuxième édition du Sommet des crypto-monnaies. Et j'espère que pour tous les spectateurs ayant regardé, visionné cette vidéo, ça va pu vous servir à prendre des erreurs ou de l'expérience de Stéphanie qui pourrait avoir un impact positif sur l'univers des crypto-monnaies. Merci Rémi d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Je sais que tu es très occupé en plus, donc un double merci. Et puis, écoute, je te laisse. J'allais clôturer par habitude, mais je te laisse faire. Et bien voilà. Si vous souhaitez retrouver Stéphanie, il y a sa chaîne YouTube Crypto Formation ou sinon son site internet sur lequel vous pourrez retrouver sa formation ou plutôt son outil Google Sheet
qu'elle utilise pour ses propres investissements en crypto-monnaie. Voilà, j'ai mis parce que du coup, je parle, je sais pas moi qui gère ça d'habitude. Enfin, si, c'est moi qui gère ça d'habitude, mais là, Oui, j'ai oublié. bah, Voilà, vous pouvez directement le scanner pour retrouver son site internet. voilà. Et ben, merci. Et puis, bah, on se revoit. Moi, c'est sûr, dans une prochaine édition. Et toi aussi, j'espère. Alors, bye tout le monde. Merci. Salut à tous.